Bonjour à tous et bienvenue sur RAR, le podcast qui fait ta différence en moteur de croissance. Je suis avec Benjamin aujourd'hui. Benjamin, hello, Salut, comment vas-tu? ça va très bien. Écoute, et toi? Ouais, bah écoute, moi ça va très bien, ça va très bien. On rentre doucement et sûrement dans l'hiver. Je suis pas trop contente, mais Déjà. bon, écoute, Oui, mais il n'y a pas le choix à ce niveau-là, je crois. c'est clair. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, Benjamin, t'es basé sur la région parisienne, toi? Non, je suis basé à Bordeaux, dans Ah, une ville voilà, où il pleut un peu aussi, pas mal. Mais écoute, où il fait aussi bon vivre. On a la mer pas loin, donc c'est pas mal aussi. bah écoute, je comprends, je suis... Alors, j'ai pas la mer, je suis en Normandie, moi de mon côté. J'ai la Seine. Écoute, on fait comme on peut, mais la pluie, ça me connaît. Sympa aussi. Bah, Benjamin, bienvenue à toi. Donc, tu vois, moi, il y a pas mal de questions que j'ai préparées. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, ils savent très bien les 5 premières questions que je vais te poser. Toi, peut-être pas. L'idée, c'est que en 5 questions, qu'on puisse apprendre un peu à te connaître avant qu'on rentre vraiment dans la thématique du jour. Est-ce que tu es prêt? Ok, avec plaisir. Go. Voilà, c'est parti. Si tu devais aujourd'hui te présenter à ta grand-mère de manière hyper simple, sans des mots techniques, etc., comment tu te présenterais aujourd'hui? Donc, bah, écoutez, c'est pas forcément simple comme réponse, mais écoute, enfin comme question, je vais essayer. Je me présenterai, je me dirais que je suis Benjamin, j'ai 38 ans, je viens du monde de la publicité, j'ai passé un peu plus de 20 ans dans la publicité et aujourd'hui j'aide les entreprises à mettre en place l'IA, l'intelligence artificielle. Donc je devrais certainement expliquer ce qu'est l'IA à ma grand-mère, mais globalement. Je fais ça aujourd'hui pour qu'elles puissent l'utiliser dans leur quotidien et avoir toutes les opportunités que ça représente. Propre, effectivement. Oui, l'IA, je pense que tu prendras peut-être 15 Quelques minutes à minutes. bien faire comprendre ce que c'est. Je le fais déjà avec mes enfants, du coup, alors peut-être que, voilà, mais c'est le côté petit robot qui a réponse à tout et qui peut aider dans plein de domaines d'expertise. Je pense que ma grand-mère peut peut-être avoir la même notion que mes enfants. C'est rigolo ce que tu dis parce que maintenant, tu sais, t'as le film de Will Smith, je sais plus comment il s'appelle, mais tu sais, le film où t'as un robot, justement, bah, Ah, les iRobot, robots? il s'appelle. Hmm. Moi, maintenant, quand on me pose la question, c'est quoi l'IA, je dis regarde ce film. Regarde ce C'est film, vrai. ça va plus vite. Sachant, Sachant que je ne sais pas si tu as vu passer, il y a quelques jours, là, il y a eu un robot qui est sorti justement, un robot 1X qui ressemble assez proche au robot de iRobot et qui du coup est là pour aider dans les tâches ménagères à la maison. Donc c'est un robot que tu achètes ou tu loues pour chez toi avec une intelligence artificielle. Donc bref, on en est vraiment pas loin effectivement de la frontière de science-fiction. Mais je l'ai vu ce truc-là passer, je me suis dit, mais c'est incroyable. Effectivement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le film, vraiment. Limite, Bah, c'est le ouais. film qui a conçu le design du truc, quoi. Exactement, designement parlant, il ressemble beaucoup au personnage dans le film iRobot, donc c'est assez marrant d'une certaine manière. C'est clair, mais c'est dingue. Euh, Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te lèves le matin et que tu ouvres ton ordinateur et que tu tapotes dessus? Ce qui m'anime au quotidien, c'est des sujets enfin, c'est des sujets qui vont me passionner. Faut que j'ai une certaine passion dans ce que je fais. J'aime beaucoup toutes les technologies qui transforment les métiers, etc. Donc la science-fiction, on va en parler un petit peu aussi d'une certaine manière. Mais j'aime ce côté technologique qui apporte quelque chose et qui transforme, sans pour autant comprendre vraiment la technique dans sa profondeur. Je suis pas je suis pas développeur ou codeur ou n'importe quoi. Je comprends certains langages, je comprends comment c'est fait, comment c'est fabriqué, il n'y a pas de souci. Mais ça m'anime pas plus que ça, d'une certaine manière. Mais par contre, la technologie et l'apport que ça peut avoir, ça m'intéresse. Premier élément de réponse, j'ai envie de te dire. Et le deuxième, c'est j'aime aider les gens, notamment les dirigeants ou managers ou même collaborateurs en fait dans le quotidien. On passe beaucoup de temps enfin au travail tous, et je pense qu'on est souvent exposé à des limites, à des freins, à des choses qui nous agacent ou à des sujets sur lesquels on ne sait pas forcément quoi faire et comment le faire.
Et j'aime justement arriver en essayant de poser des bonnes questions et d'accompagner les gens à voir une nouveauté, voir un nouvel, pas Eldorado, mais un nouveau territoire d'expression, à les aider dans des freins quotidiens, etc. Donc ce côté justement euh, aimer résoudre, tu vois, des problématiques avoir des solutions. Ça, j'aime beaucoup cette notion-là quand j'arrive à aider les gens et à repartir en disant ah c'est bien, merci, ça a débloqué les choses, etc. Ça c'est ce qui m'anime. Par curiosité, est-ce que tu as un côté un peu aventurier par rapport à ce que tu dis? Parce que là, on va parler IA aujourd'hui, mais est-ce que tu as ce côté où tu aimes bien aussi découvrir des choses que tu ne connais pas de base et essayer de Alors, décortiquer le truc ouais, totalement. Alors, ça, c'est pas forcément aventurier, plutôt curieux. Ça, je suis assez curieux sur plein de domaines. Je m'intéresse à plein de choses. Euh, aventurier, oui et non. D'une certaine manière, oui, mais assez cartésien. Donc, j'aime bien aussi les choses qui sont bien faites, cadrées, qui a une certaine, un certain cadre. Voilà. Donc, oui et non, je vais te répondre. J'adore, on est dans la même team, je pense qu'on va bien s'entendre. Pareil, copier-coller littéralement. Très bien. Est-ce que tu as des rituels au quotidien? Des choses où tu fais mécaniquement, que ce soit le matin ou dans la journée? Est-ce que tu as vraiment des rituels qui te définissent aujourd'hui? Alors, les rituels, ouais, le premier de ma journée, on va dire, enfin, ou de mes journées, c'est une partie sport. J'aime bien avoir 30 minutes où j'active un peu mon corps d'une certaine manière, soit en allant courir, soit en faisant un truc à la maison, soit du vélo, soit, bref, juste avoir ce petit moment où on pense à plein de choses, on se vide un peu la tête, mais aussi on se recharge un peu les batteries d'une certaine manière. Moi, ça, c'est important dans mon équilibre. Et après, si on parle, on va dire, professionnellement parlant, ma routine principale, on va dire du matin, je fonctionne avec des to-do. C'est peut-être l'esprit un peu cartésien dont je te parlais juste avant, mais la première chose de ma journée, c'est je me fais une to-do. J'ai une to-do de la journée, une to-do de la semaine, mais j'aime bien me dire à la fin de la journée, j'ai coché ma to-do de la journée. Je trouve que c'est important dans la manière d'avancer dans son côté pro, de prioriser ses choses, d'avoir le bon recul et la bonne manière d'attaquer sa journée ou ses sujets. Hmm. Je parlais de Tout copier-coller. pareil? C'est très perturbant. On les... Waouh! Je suis pareil. Je commence ma journée par D'accord. du sport. Par contre, j'en fais plus, du coup. Ah, ouais. Alors, ouais, je n'arrive pas à ouvrir mon ordinateur et travailler directement. J'ai besoin, effectivement, comme tu as dit, de sortir un petit peu de la routine, etc. Et la to-do. Moi, je casse la tête à tout le monde avec mes to-do. Vraiment. Donc, trop bien. On s'est pas parlé avant, hein. Oui, pour les gens qui nous écoutent, effectivement, il y a des invités que je connais de base. Et là, je découvre Benjamin en même temps que vous. Donc, voilà, c'est la rencontre. Mais c'est rigolo, du coup. C'est clair. Quelle est la dernière chose qui t'a fait rire, Benjamin? On a notre conversation là, du matin. Non, non, bah, la dernière chose qui m'a fait rire, écoute, bonne question, je réfléchis en live, franchement, je sais pas, comme ça, là, chaud, je vais pas avoir de sujet, plein de choses, je suis quelqu'un d'assez jovial dans la vie et je pars du principe que il faut avoir cette notion de bonne humeur et que la bonne humeur est contagieuse, Hmm. tu vois, dans son quotidien, que ça soit dans le perso, mais dans le pro aussi. Donc, avec mes équipes, j'ai toujours essayé justement d'avoir le smile dès le matin quand t'arrives, la petite phrase sympa, la blague, un truc un peu vrai, authentique. Mais je trouve que une fois de plus un équilibre qui est nécessaire pour que la relation elle soit saine, pérenne et bonne. Enfin, voilà. Donc l'humour, là, j'ai pas forcément de choses à te donner tout de suite comme ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est une composante qui doit être nécessaire dans n'importe quelle, on va dire, boîte, si parle d'un point de vue professionnel, parce que c'est crucial. Hmm. Écoute, tu prêches une convaincue, hein. C'est pas pour rien que cette question-là fait partie des 5 questions que je pose à tout le monde. Mais tu vois, typiquement, pour moi, c'est important que je pose cette question à mes invités parce que, une de mes expériences pro, j'étais avec une personne qui était, tout le contraire. Moi,
comme toi, je suis quelqu'un de très jovial, je rigole assez souvent, j'ai le sourire rapide. Et ben justement, bah, tu vois, moi, je commence à me creuser un petit peu au niveau du jour. Parce que, voilà, j'ai vraiment le smile très, très souvent. Et je me rappelle, j'avais un collègue qui était vraiment le contraire pour le coup. Lui, par contre, c'est ride, si on peut appeler ça. C'était le contraire, tu sais, c'était le ride de je suis pas content, quoi. Et on était dans la même équipe et il m'avait, à un moment donné, je rigolais avec mes collègues, mais toujours de manière très professionnelle. Et il m'avait posé la question, mais est-ce que tu peux travailler au lieu de rigoler? Et cette question-là, c'est une question qui m'a vraiment marquée en me disant, mais comment tu peux travailler efficacement si tu n'es pas, entre guillemets, dans un environnement dans lequel tu es à l'aise, suffisamment à l'aise pour pouvoir rigoler avec tes compères, en fait. Et Ouais. c'est une des raisons pour laquelle j'intègre cette question, parce que, bah, comme tu as dit, c'est tellement important, au final, que ce soit pour toi, mais même dans ton environnement professionnel, d'avoir des moments où tu rigoles, en fait, tout simplement. Je suis d'accord. Et en plus, je rajouterais même que la bonne humeur, elle est contagieuse, mais la mauvaise humeur aussi. Et du coup, il y en a une qui est beaucoup plus impactante quand même. Enfin, les deux sont impactantes, mais on se rend plus compte de la mauvaise humeur si on est dans un climat de mauvaise humeur, parce que c'est pesant, c'est oppressant, et honnêtement, ça nous détruit un petit feu, on va dire. Alors que la bonne humeur, on s'en rend moins compte souvent, les gens s'en rendent moins compte, mais c'est tellement plus important et tellement agréable. Donc ouais, une fois de plus, tu prêches aussi un converti sur le sujet. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de rare, selon toi? Alors je suis jamais forcément à l'aise sur ces types de questions-là où faut essayer de sortir une valeur ajoutée. Ouais, c'est pas une valeur ajoutée, mais un point fort. Ce qui fait que je suis rare aujourd'hui, je pense sur mon approche professionnelle en tout cas, c'est que j'ai passé un peu plus de 20 ans dans le milieu de la publicité. J'ai dirigé une agence de pub avec une soixantaine de personnes. Et à travers tout ça, j'ai toujours enfin, été très opérationnel dans mon approche et très pragmatique. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, dans ce que j'essaye de faire avec l'IA et ce qu'on essaie de faire avec Nicolas, justement, c'est d'avoir cette approche-là et cette casquette-là aussi. Enfin, donc dans l'approche très pragmatique, oui, mais dans le côté, on est là pour être efficace, mais en même temps, on avait un adage, nous, tu vois, dans mon entreprise d'avant, c'est on n'est pas là pour sauver des vies. Alors, voilà, on faisait de la publicité, on n'est pas là pour sauver de la vie, donc on essaie de le faire de la manière la plus efficace et la plus professionnelle possible, mais tout en rigolant, tout en ayant quand même une dose de légèreté, de créativité, de choses comme ça. Donc on essaie à chaque fois de remettre le curseur là où on pense qu'il était. Donc je pense qu'aujourd'hui, si pour revenir sur la question, si je devais me définir en quoi je suis rare, bah, je viens de l'opérationnel, j'ai fait beaucoup d'opérationnel, j'aime l'opérationnel. Et je pense que j'accompagne aujourd'hui pas mal de boîtes sur de l'intelligence artificielle. Et c'est ce côté-là qui va faire que je suis rare parce que j'ai fait plein de choses, j'ai testé plein de choses, j'ai loupé plein de choses avec l'IA. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a de la valeur aujourd'hui. Je viens du terrain, j'ai une logique d'efficacité, de livrable, et je pense que ça change pas mal de choses dans l'approche. Hmm. Bah, écoute, justement, je te propose qu'on rentre dedans, littéralement, enfin pas encore dans l'IA, mais dans ton avant le Ouais. toi aujourd'hui que j'ai sous les yeux. C'est qu'effectivement, tu viens de la pub slash marketing, enfin une discipline qui se croise avec l'IA, mais pas dans les questions que je vais te poser aujourd'hui. Tu as parlé beaucoup d'opérationnel dans ton expérience d'avant, donc tu as commencé à parler. Est-ce que tu avais quand même une partie un peu stratégique ou une partie managériale dans ce côté opérationnel ou tu étais vraiment que sur de l'opérationnel pur? Non, non, bien sûr, comme je te dis, j'avais une soixantaine de personnes dans l'agence. Elle était structurée donc comme une agence, on va dire, de publicité classique. On a des équipes commerciales, des équipes techniques, des équipes créa, des équipes chefs de projet. Donc voilà, des profils et des typologies d'équipes différents avec différentes attentes en termes de stratégie, management,
process, animation, enfin, plein de choses. Donc à travers tout ça, oui, j'ai eu du management, j'ai eu de la stratégie, beaucoup. Moi, j'ai commencé, si tu veux, pour essayer de donner un peu plus d'informations, j'ai commencé chez Pierre Fabre, Dermocosmétiques, vers Toulouse. Voilà, donc dans les équipes marketing là-bas, en transverse sur toutes les marques du groupe. J'étais sur la partie marketing digital, au début du marketing digital. Donc voilà, il y avait plein de choses à faire, c'était assez varié. Donc vraiment très opérationnel sur des campagnes d'acquisition, de la publicité, de la mesure, enfin bref, beaucoup de choses différentes et variées. Ensuite, justement, je me suis spécialisé. Je suis parti à Paris pour aller dans la publicité parce que c'est un monde qui m'attirait depuis toujours. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez créatif quand même. J'aime bien la créativité et la technologie. Donc, je trouve que ce marché de la publicité a toujours regroupé un peu ces deux choses-là. Donc, ça m'attirait depuis longtemps. Donc, j'ai rejoint une régie qui était assez connue à l'époque qui a depuis un peu évolué, mais du coup assez connu à l'époque, où je m'occupais justement de développer des formats un peu spéciaux, donc les fameux formats spéciaux de la publicité qu'on connaissait il y a quelques années maintenant, mais tout ce qui était habillage, enfin, des formats qui sortaient de l'achat classique et qui étaient vraiment des opérations spéciales presque. Donc le côté créatif, tu vois, que j'aimais bien, le côté un peu sur mesure, expérientiel, toujours ça m'a toujours animé. Et ensuite, j'ai rejoint du coup une société qui existait déjà, qui faisait de la promotion d'applications. Donc c'était au début de l'App Store et du mobile, donc ça va pas me rajeunir personnellement, mais c'est pas grave. J'ai Pour rien ceux qui dit. nous écoutent, ça va faire bizarre. Mais du coup, j'ai rejoint une entreprise qui faisait pas mal de promotion d'applications, qui était Suricat à l'époque, pour ceux peut-être qui ont connu. Et du coup, moi, j'ai lancé toute la partie publicité de cette partie-là, qui est au final des années devenue l'activité principale, qu'on a renommée ensuite sous l'étiquette Mozu dans ces dernières années, que peut-être certaines personnes ont vu ou ont connu. À travers tous ces profils-là, si tu veux, je suis passé de trucs très opérationnels à fur et à mesure à récupérer une équipe avec quelques personnes, à récupérer deux, trois équipes avec beaucoup plus de monde, à récupérer de la stratégie pour progressivement aller vers le plus haut. J'étais DG dans les dernières années de l'agence avec tout ce que ça implique. Donc à la fois la gestion opérationnelle, le management, la partie admin et finance, bref, voilà, tout ce que peut faire une entreprise. Ok, ouais, donc effectivement, t'avais un peu toutes les casquettes en tant que DG, quoi. Exactement. Je comprends. Ok. Et ça a été quoi ton shift, justement? Parce que de ce que je comprends, c'était quand même un environnement que toi, tu aimais sur la partie créativité, etc. Bah, pourquoi l'IA? Comment t'es rentré dedans? Ça a été quoi ce qui a fait déclencher l'aventure dans laquelle tu es actuellement? Ouais. Alors c'est assez simple. C'est comme je le disais, j'ai toujours été attiré par la technologie, enfin comment ça transforme en gros, et la partie créative. Je retrouvais de moins en moins ce côté disruptif, tu vois, dans la publicité, où j'ai l'impression qu'on a atteint un certain niveau actuellement et que les nouveautés, les innovations, elles sont assez faibles. En tout cas, si tu compares à l'IA, c'est rien à voir. Et en fait, j'ai basculé vers l'IA parce que déjà, c'est un sujet que je suis depuis plusieurs années. J'avais mis en place pas mal de choses dans mon entreprise précédente, justement, avec de l'IA et de l'automatisation. Et du coup, ça me plaît parce que ça change tous les jours. On est vraiment pour l'instant sur un marché qui est en pleine expansion, avec plein de nouvelles capacités, plein de nouveaux outils, plein de nouveaux cas d'usage qui sortent tous les jours. Et ce côté effervescence, technologie qui disrupte quelque chose, ça, c'est aujourd'hui clairement ce qui m'attire. Et c'est Hmm. pour ça que j'ai basculé. Ok. Alors, je sais pas exactement comment ça s'est fait parce que tu as parlé directement de j'ai mis en place des choses dans mon entreprise. Est-ce que tu te rappelles des peut-être premiers cas d'usage d'IA que tu as appliqué peut-être à toi, ton quotidien, peut-être même personnel? Tu te souviens de peut-être la première fois que tu as utilisé tel ou tel outil et comment ça t'a aidé personnellement avant que ce soit professionnellement parlant?
Alors le premier, je pense que c'était pour tout ce qui était reformulation, rédaction. Tu vois, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on constate nous quand on accompagne des entreprises, hein, c'est là où les gens, la première porte d'entrée des collaborateurs à l'IA, c'est souvent pour aider à rédiger des choses ou à reformuler des choses. Et moi, y compris, ça a été mon premier cas, hein. Donc j'ai utilisé ça pour gagner du temps sur la rédaction, la reformulation, que ça soit d'emails, de pitch, de discours commerciaux, d'argumentaires, avoir enfin, gagner du temps dans trouver les bons mots et réajuster ça. Donc je pense que c'était mon premier cas d'usage. Ensuite, une fois que tu mets le doigt dedans et que tu vois l'intérêt et le temps que tu gagnes, la justesse que tu gagnes et des fois les questions qui te permettent d'aller beaucoup plus loin que ce que toi peut-être t'aurais fait à un certain moment donné, tu le dupliques assez vite. Et du coup, j'ai utilisé pour faire alors, beaucoup d'opérationnels aussi, plus. Souvent, on a tendance à penser que l'IA, on montre plein de choses en termes de vidéos, de photos, de créativité, on va dire, partie émergée de l'iceberg. Ça marche, mais moi, dans un cas publicitaire, c'est pas venu tout de suite. Ça, c'est vraiment venu dans un deuxième temps. Le premier temps, c'était vraiment de l'opérationnel pur et dur. Donc, construire des plans médias, par exemple, tu vois identifier des cibles pour un annonceur et être capable de lui proposer des éditeurs ou des sites sur lesquels on pourrait faire des choses un peu plus poussées et pertinentes, tu vois. Tout de suite d'avoir cette approche un peu plus profonde et avec le gain de temps. Donc c'est pareil, c'est des choses qui m'ont été utiles pour tout ce qui était admin et finance aussi, la partie, tu vois, contrat, RH, suivi, pilotage, que ça soit des chiffres vraiment financiers de la trésor, du recouvrement, tu vois. Moi, j'avais utilisé, un des cas d'usage que j'avais utilisé, c'était le recouvrement, être capable de me sortir de manière quotidienne ou hebdomadaire, qui je devais relancer pour récupérer parce qu'ils étaient en retard, machin, etc. Donc vraiment, cette partie-là, je l'ai trouvé assez pratique. Euh, donc ouais, plutôt la partie opérationnelle pure dans un premier temps. Et ensuite, c'est venu progressivement sur la partie créativité, avec des petites choses, parce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'est un peu plus dans les mœurs, mais il y a encore 2 ans, c'était pas trop dans les mœurs de pouvoir dire à un annonceur, à une marque, on va vous faire une pub, enfin on est une agence de pub, on vous fait une pub, mais on va la faire avec de l'IA. Ça, il y a 2 ans, ils n'étaient pas encore capables de l'entendre parce que on avait pensé d'acheter du vent. Si on fait appel à une agence, c'est pour avoir des gens qui justement produisent la publicité et pas un super algorithme. Donc ça, c'est venu après. Par contre, on l'utilisait pour gagner du temps sur des retouches, du détourage, enlever des éléments qui étaient perturbants, toutes ces choses-là. Oui, on l'a utilisé. Après, il y a aussi l'aspect technologique où en fait ce qu'on se dit aujourd'hui, il y a un an, ça n'existait presque pas ou très peu de cas d'usage, tu vois, que ce soit ChatGPT 5 ou tout ce qui est en termes de vidéo ou d'image, les Nano Banana, les Sora 2 et autres. Ça, c'est assez récent en fait. Donc, et encore, si on regarde il y a 2 ans, c'était encore autre chose. On était sur ChatGPT 3. Enfin bref, ça va tellement vite que au final, je pense qu'aujourd'hui, si c'était le cas dans la publicité, on pourrait faire plein de choses. Et il y a déjà plein d'entreprises qui en font plein de choses. Mais en tout cas, à l'époque, je m'étais d'abord focus sur la partie opérationnelle, puis ensuite la partie, on va dire, créativité. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, je m'en étais pas spécialement rendu compte avant que tu le dises, mais je me rappelle effectivement, tu as parlé de la fenêtre de 2 ans. Il me semble qu'il y a 2 ans, il y avait eu une campagne de publicité. Je crois que la marque c'est Undies, si je dis pas n'importe quoi. Mhm. Undies, qui est une marque de plus orientée vers les ados sur tout ce qui est pyjamas, sous-vêtements, etc. Et ils avaient fait une campagne full IA, effectivement, où c'était vraiment, le mannequin n'existait pas. Enfin, si je retrouve le lien de la campagne, je le mettrai en description. Et je me rappelle que c'était tellement mal vu. Enfin, ils se sont vraiment pris plein la tête Ouais. lorsque cette campagne a été lancée. Aujourd'hui, il y a plus de campagnes de ce type-là, mais j'ai quand même l'impression. Alors, tu as toujours les réfractaires, et ça, on en parlera dans les questions qui viennent. Mais j'ai quand même l'impression que tu as, comme tu as dit, un côté où c'est de plus en plus en place, que c'est de plus en plus accepté, que ça fait de plus en plus partie de notre quotidien au final. Exactement. Et même, j'irais même encore plus loin, c'est que c'est même limite demandé. Demander pour des sujets alors d'innovation, d'être effectivement
une des marques qui utilise l'IA parce que ça commence à être un peu, il y a un certain FOMO, tu vois, derrière tout ça. Donc, ça commence, j'ai l'impression, à générer chez les marques une certaine envie et une certaine nécessité de l'utiliser. À côté de ça, les technos sont quand même de plus en plus justes et capables de faire des choses qui sont vraies, authentiques, qui sont difficilement perceptibles, parce que il y a encore quelques mois, c'était moins le cas, mais les chiffres de perception, je crois que c'est 87% des utilisateurs sont plus capables d'identifier un contenu IA vs un contenu réel fait par un humain. Donc ça pousse aussi les marques d'une certaine manière à se dire, ok, bah en fait on peut l'utiliser, les coûts forcément sont moindres, la productivité est plus rapide, etc., etc. Donc tout est en train de s'aligner progressivement sur ce sujet-là, et les métiers se déportent aussi vers des rôles un peu plus différents. Mm. Et est-ce que tu te souviens justement, donc l'IA est venue un peu nous retourner la tête à tous, je pense. Toi, tu as commencé à l'intégrer doucement mais sûrement dans ton quotidien, d'entreprise personnelle, etc. Tu te souviens du moment où tu t'es dit, bah là, je trouve il y a une opportunité, il faut vraiment se lancer, donc je vais me lancer, enfin, je vais faire une boîte autour de ça. Tu te souviens de ce moment-là? Oui, bah alors ce moment-là, il a pas été ponctuel. Il a été plus long, on va dire, dans l'appréhension, parce que j'avais déjà une entreprise, etc. Donc c'est pas comme si je cherchais quelque chose absolument à lancer tout de suite. Mais par contre, à un moment donné, j'ai eu un switch où je me suis dit, ok, en fait, j'ai de moins en moins ce côté justement animation personnelle et envie, parce que la publicité, je retrouvais de moins en moins d'effervescence, d'innovation, de nouveautés qui m'animaient. Donc ce moment-là, il a eu lieu, on va dire fin 2023, tu vois, je pense, début 2024, quelque chose comme ça, pour vraiment me dire, ah, ok. Je vois que ce domaine-là, ça bouge quand même énormément, il y a plein de choses, c'est un véritable tsunami qui est en train d'arriver, et je pense que c'est ça en fait ce que les gens commencent à percevoir, et encore parce que nous, une fois de plus, on accompagne pas mal d'entreprises où ils n'ont pas encore la notion de euh, l'adoption, par exemple, de ChatGPT. Les derniers chiffres de ChatGPT, de l'adoption, c'est 800 millions d'utilisateurs uniques hebdomadaires, je crois. C'est gigantesque, hein. On est proche du milliard, et on considère, je crois, en philosophie ou en partie sociétale, que c'est à partir d'un milliard que ça s'intègre dans une société de manière pérenne. Donc, on n'en est vraiment pas loin. L'adoption, elle a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus massive que tous les précédents, on va dire, les précédents acteurs, si on parle de Facebook ou de TikTok, qui ont révolutionné la partie marketing, communication pour les marques, toutes ces choses-là. L'adoption, elle est beaucoup plus massive et rapide de cette IA-là que toutes ces précédentes révolutions-là. Donc, en voyant cette chose-là arriver, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui m'anime. Je sens que là-dedans, il y a plein de choses, parce que ça va bouger. Il y a des gens qui vont se poser plein de questions. Et si je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, sur le côté à la fois transformation, mais aussi aider les gens avec des solutions concrètes qui peuvent les faire avancer et grandir, bah là, je me suis dit, ok, c'est le marché où il faut y aller. Trop bien. Et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler bah, littéralement de ta boîte, ce que tu fais, ce que tu proposes, et nous en dire un petit peu plus, bah, pourquoi tu es là, littéralement. Ça marche. Alors écoute, moi j'ai cofondé avec Nicolas, du coup, IA Ready. IA Ready, qu'est-ce que c'est? C'est une agence qui accompagne les entreprises pour intégrer l'IA. Donc ça, il y en a plein. Nous, on a une approche qui est radicalement pragmatique, avec tout ce que je viens de te dire un petit peu avant. On part toujours du terrain. Avant de parler outils, on passe du temps à observer comment les gens travaillent, leurs process, leurs frustrations, leurs routines. Et à partir de là, on va faire trois choses. Le premier, c'est on va harmoniser les niveaux de compréhension pour déjà faire en sorte que tout le monde sache ce que c'est que l'IA. Parce qu'aujourd'hui, on en est vraiment là. Il y a un énorme frein, une énorme peur de beaucoup de gens sur l'IA. Je sais pas ce que c'est, je vois ce que ça fait. Et
comme souvent dans beaucoup de révolutions, on a tendance à voir les, pas les divergences, mais les mauvaises utilisations, ou en tout cas les mauvais usages qu'on peut faire de n'importe quelle techno, donc, notamment les fake news, les fausses vidéos, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les gens ont peur de ces choses-là. Donc il y a un vrai côté où on est là pour évangéliser, dédramatiser, vulgariser, rendre compréhensible et perfectible ce que c'est que l'IA. Donc comme toute peur, généralement, il faut d'abord passer par l'appréhension, la comprendre, voir ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités, quels sont les risques, qu'on mette tout ça sur la table. Donc souvent, c'est cette première phase-là. Une fois qu'on a harmonisé, qu'on a évangélisé tout ça, on vient identifier les cas d'usage. Et nous, on part des cas d'usage. Et je pense que c'est ça aussi qui fait notre rareté, pour revenir sur ta question précédente. Donc les cas d'usage, pour nous, c'est pas forcément les plus sexy, mais ça va être les plus utiles. Et ça, c'est important aussi dans l'approche. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont utilisé l'IA dès le départ pour faire le projet, le gros projet central, la nouvelle techno, le nouvel outil qui devrait faire ça sur le moyen long terme. Et ça, là où on en est dans le momentum de cette IA-là, personnellement, je pense que ça a été une erreur. Parce qu'ils ont mis parfois beaucoup d'argent, beaucoup de temps sur la table pour développer ce projet-là. Et aujourd'hui, bah, ces projets, ils sortent 6 mois, un an après le lancement. Bah, c'est déjà obsolète en fait. La techno va tellement vite qu'en fait c'est déjà obsolète. Donc nous on part du principe que ça, faut pas le faire. Il faut identifier les bons cas d'usage et essayer de mettre ça en place le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans ce truc-là où en fait il faut accepter que ce qu'on se dit aujourd'hui, dans 3 mois ça sera plus vrai. Et que dans 6 mois ça sera plus vrai. Mais par contre, la vague elle est maintenant. Donc si on veut surfer dessus, bah faut quand même être capable de surfer dessus. Donc, faut accepter de faire du périssable. Faut accepter de prendre des outils qu'on va jeter dans 3 à 6 mois. Faut avoir une certaine agilité là-dessus. Et le troisième point sur lequel nous, on va se distinguer, ça va être, comme je disais tout à l'heure, moi je viens du concret, de l'opérationnel, où il fallait que, enfin, je voulais mesurer, peut-être mon côté cartésien, mais j'aime mesurer, j'aime avoir des livrables, j'aime avoir des choses qui sont tangibles. Et ça, pour moi, c'est hyper important aussi dans l'adoption de l'IA. Il faut suivre les résultats, il faut identifier ce qui marche pas. Il faut être capable de mesurer et de capitaliser sur tout ça pour faire en sorte que l'entreprise, dans le sens large du terme, devienne IA ready et soit capable vraiment d'intégrer cette IA-là. Est-ce que ça Super. répond à ta question? Complètement, et on va littéralement rentrer dans tout ce que tu as dit. Donc, tu as fait une bonne intro pour les questions qui viennent. On va juste Ok. faire un petit step back avant. Ça m'intéresserait de savoir comment vous êtes associé avec Nicolas, parce que souvent, et je pense que tu le sais, hein, on dit souvent que quand on s'associe dans une boîte, notre binôme, si on peut l'appeler comme ça, il doit être vachement complémentaire sur plein d'aspects d'entreprise. Donc, toi, tu as parlé effectivement ton côté cartésien, créativité, enfin là-dessus, je pense que c'est très clair. Selon toi, bon, Nicolas n'est pas là, je pense qu'il verra. Mais comment vous êtes associés et comment tu trouves que il y a cette complémentarité dans votre association justement? Ok. Alors écoute, bah, c'est simple, hein, Nicolas, on s'est connu il y a une quinzaine d'années. On a travaillé ensemble chez Mozu, justement avant que ça s'appelle Mozu. Donc on s'est connu dans le travail. Donc on sait déjà on travaille enfin, comment on travaille l'un et l'autre. Donc ça c'est important, je pense, dans un premier temps pour s'associer. Depuis, on est resté et on est amis dans la vie, personnellement, mais aussi nos femmes et enfants. Donc voilà, on fait aussi des vacances, des choses comme ça ensemble. Donc c'est une relation assez proche. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que à un moment, enfin, c'est devenu une évidence parce que on est, tu l'as dit, une fois de plus, complémentaires. Et je pense que c'est effectivement crucial dans une association entrepreneuriale, c'est d'avoir des complémentarités. Et déjà de passer du bon temps avec la personne, tu vois, être aligné d'un point de vue professionnel, mais aussi d'être aligné d'un point de vue culture sur le côté, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, le côté
positivité, bonne humeur, toutes ces choses-là qui vont faire le quotidien de ton association. Donc ça, c'est hyper important aussi pour moi. Sur le côté complémentaire, moi je suis, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de cartésien, je viens du marketing, plutôt opérationnel. J'aime bien la technologie sans rentrer dans la technique. Là où Nicolas c'est un commercial pur et dur. Et une stratège aussi. Donc, on a vraiment des complémentarités et c'est comme ça qu'on se sépare un peu aujourd'hui les tâches. Il est plutôt sur la partie commerciale, échange avec les clients, etc. Quand moi, je vais plutôt être sur la partie marketing, techno, opérationnel, finance, admin, voilà, tout ce qui va être c'est des choses plus pragmatiques. Donc, ça fonctionne très bien parce que justement, on est complémentaires comme ça. Et chacun a son champ. On se fait aussi confiance sur les champs d'application des uns et des autres. Donc voilà, moi je fais confiance à Nicolas sur toute la partie commerciale, sur comment construire les argumentaires, comment construire les positionnements, tout ça. Donc on échange beaucoup sur la partie stratégie de la boîte, d'un point de vue global bien entendu. Mais lui il me fait aussi plus confiance sur la partie marketing, structuration, outils, toutes ces choses-là qui font faire que l'entreprise va être pérenne. Je trouve ça fascinant, vraiment. Non, mais vraiment parce que, en fait, je trouve ça fascinant des personnes qui travaillent ensemble à ce niveau-là et qui ont un réel lien, en fait, un lien d'amitié, là, en l'occurrence. Vous arrivez à splitter vraiment ce côté pro-perso. En plus, enfin, je savais même pas qu'il y avait la femme, les enfants qui étaient inclus là-dedans. Mais est-ce que dans votre collaboration, vous arrivez vraiment à détacher les deux pour que, entre guillemets, le pro n'entache pas le perso et vice-versa? Alors oui, parce que on était potes avant de lancer IRD, d'être associés, et on se l'est toujours dit en se disant si tu vois si on monte un truc, c'est la première conversation qu'on a eue ensemble, c'est de se dire ok, mais par contre à aucun moment faut qu'on ait tu vois pas un safe word, mais un truc où on se dise ok, attends là on est en train de dévier et on va se friter, faut pas qu'on aille là-dedans, c'est con. Voilà, c'est juste ça, tu vois, peut-être ce moment-là. C'est la première conversation qu'on a eue, en se disant, ok, on doit être capable de faire la part des choses et de pas mettre en péril notre amitié, parce que voilà, on n'a pas envie l'un et l'autre. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on construit ça, et on a construit un peu la relation professionnelle autour de ça, en se disant, ok, il y a la partie pro, il y a la partie perso. Alors souvent il y a des overlaps, hein. On est en train de dîner avec nos femmes et enfants et on parle pro n'importe quoi. Ça, bien sûr, ça arrive, hein. Il n'y a pas une frontière claire entre les deux. Même nos femmes participent aux conversations, donc c'est pour dire, tu vois. Mais du coup, il n'y a pas de frontière là-dessus. Par contre, ça a été effectivement le côté amical. Il faut pas qu'on gâche tout ça. Le premier acte structurant de l'association, y compris dans le pacte d'associés, tu vois, qui est hyper clair, qu'on a voulu euh, hyper neutre et hyper défini en amont pour qu'il n'y ait pas de malentendus ou de choses qui pourraient perturber tout ça dans l'avenir. Hmm. Ouais, donc vous avez commencé vraiment avec des bases hyper saines, quoi, avant même de commencer quoi que ce soit. Exactement, ouais, je pense que c'est le but, quoi. Enfin, dans ta question, il y a plein de choses, mais effectivement, s'associer avec quelqu'un, c'est pas simple, c'est pas rien. Faut que ça matche au quotidien, faut être aligné sur les sujets, sur les visions, sur les façons de faire, sur plein de choses. Et personnellement, je pense qu'il y a que en connaissant quelqu'un de manière assez profonde et notamment amicale que ça marche en fait. Parce que sinon, tu peux vite. Enfin, c'est des paris, c'est des vrais paris après, sinon sur l'avenir et sur comment ça peut se passer. Alors que si tu connais très bien la personne, bah, globalement, tu connais très bien ses forces, tu connais aussi un peu ses faiblesses, tu sais comment là où il va être bon, là il va être moins bon, et inversement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de l'association à un moment donné, c'est que on se comprend et on sait là où l'autre va être moins bon ou va être bon, et on se fait confiance. Et à partir de là, c'est assez sain. Et si en plus tu rajoutes la notion où on se dit les choses d'emblée, c'est le premier acte fondateur de l'association de se dire ok, faut pas qu'on mette en péril ça, qu'est-ce qu'on fait pour pas mettre en péril
et bah, on se dira les choses où on a un fameux safe word et on a un pack d'associés ultra clair et on sait qu'à n'importe quel moment, si ça doit dériver, on mettra le haut là en disant ok stop, on arrête sur le truc et enfin on arrête, on se prend pas la tête pour ça, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, Mm. on avance. Voilà. Bon, Nicolas, si tu nous écoutes. Nicolas, je te fais un cœur à l'écran. Non, mais c'est... ah, bon, je prends note et on va revenir dans l'IA juste après, mais je prends note parce que j'ai... enfin, personnellement parlant, j'ai un frère qui est dans le même milieu que moi. On a Mhm. des... Enfin, on a tous les deux nos activités, mais il y a parfois des overlaps où parfois je vais dans des événements où il y est et vice-versa. On se dit très souvent, bah, de temps en temps, bah, peut-être qu'on devrait faire un truc ensemble, mais on va jamais dedans, tout simplement parce qu'on est dans la même famille, il y a les repas familiaux, il y a, tu sais, t'as tout le contexte et on le fait déjà. Ouais, On commence déjà à le faire. Parfois, on va faire des barbecues, on parle boulot, et il y a mes autres frères et sœurs qui disent, mais chut, quoi, arrêtez, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, oui, c'est vrai que enfin, moi, ça m'intéresse personnellement d'avoir cet avis-là parce que bah, t'as des idées qui germent mais que tu concrétises pas par peur d'abîmer une relation. Mais comme tu l'as très exactement. bien dit, si tu mets les fondations dès le départ, il y a pas de raison au final. Après, t'es jamais à l'abri de rien, parce que, enfin, que ça soit avec quelqu'un que tu connais très bien ou avec quelqu'un que tu connais pas bien, en vrai, avec des si, on peut faire plein de choses. Donc, à un moment donné, il faut se lancer et voir et juste se dire, est-ce qu'on aura le recul l'un et l'autre de pouvoir s'arrêter avant d'aller sur un clash plus profond, tu vois, de se dire, ok, c'est pas grave, on avance. Il y Hmm. a plus grave dans la vie. Tout plus, tu vois, l'adage qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas là pour sauver des vies. Nous, on se l'est répété longtemps dans ma boîte précédente parce que justement, c'était important à un moment donné. Ça permet de dédramatiser un peu toutes ces choses-là et de se focus sur l'essentiel. Voilà, c'est important. Bon, très bien. Bah, merci pour cette petite leçon, mais moi, personnellement parlant, ça va me servir, donc merci à toi. Avec plaisir. Si on retourne dans l'IA, bah, vous justement, quand on vient vous voir, quand tu as des entreprises qui ont vraiment des besoins de mise en place de certaines bah, thématiques ou problématiques côté IA, est-ce que tu vois souvent des freins, des choses qui reviennent assez régulièrement? Est-ce que vous commencez à avoir ce recul de, bah, entre guillemets, 9 fois sur 10, on va nous demander ça. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu dessus, peut-être? Ouais, tout à fait. Alors, il y en a plusieurs parce que ça dépend du niveau de maturité des entreprises. Tu vois, la plus grosse, enfin, la plus grosse problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est globalement, ok, je veux adopter, enfin, je veux que l'IA rentre dans ma boîte, mais je sais pas par où m'y prendre. C'est clairement là, en fait, le plus gros pain point du moment. C'est je sais pas quoi faire, en fait. Ça va dans tous les sens. Il y a plein d'outils. Qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que je dois en prendre un? Est-ce que je dois en prendre plusieurs? Est-ce que je dois former en interne? J'ai plein de gens qui me disent c'est bien l'IA, c'est pas bien, je l'utiliserai jamais. J'utilise tel outil, j'utilise tel autre. En gros, et les gens sont un peu perdus. Les dirigeants et les managers sont un peu perdus. L'histoire de. Enfin, pour mettre en place une stratégie ou une certaine gouvernance en termes d'IA. Donc ça, c'est la première grosse problématique. L'autre que je donnerais aussi, parce qu'elle est importante, c'est, comme je disais tout à l'heure, toutes les entreprises qui ont essayé de prendre la première vague de l'IA et qui ont parfois investi dans créer un outil, choisir un seul outil en se disant bah, c'est celui-là qu'on va prendre et on va le garder sur du moyen long terme. Et bah, tout cela, cette première vague-là, elle est un peu passée parce qu'au final, derrière, ils ont dépensé pas mal d'argent, que ce soit financièrement ou en temps humain. Ils ont peu de ROI, parce que derrière l'outil, ils sont partis, pas forcément de cas d'usage, mais ils se sont dit on va faire le cœur de notre métier avec de l'IA parce que ça va être génial, et que derrière, ils ont oublié bah, d'emmener un peu leurs collaborateurs dans tout ça, parce que c'est quand même enfin, le cœur du truc pour l'instant pour nous, c'est une fois plus ce que je disais tout à l'heure, évangéliser, harmoniser les écarts qu'il peut y avoir entre les différents collaborateurs. T'en as souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui sont pro IA, il y en a qui sont vraiment réfractaires à l'IA. Ça, dans chaque entreprise dans laquelle on va, il y a ça. Et ils sont pas forcément réfractaires parce qu'ils sont mauvais ou n'importe quoi, pas du tout. C'est parce qu'ils ont peur de la chose. Ils savent pas vraiment ce que c'est que l'IA. Et moi, je comprends. C'est la première chose que je leur dis. Je comprends parce que derrière ce mot IA, aujourd'hui, on met plein de choses. On met pas c'est pas que ChatGPT, l'IA. On met tout aujourd'hui, c'est IA.
Et on en voit partout, tous les jours. Il y a plein de choses qui sortent. Il y a des choses, une fois de plus, toutes les dérives de n'importe quelle des révolutions qu'on voit beaucoup, donc les fausses vidéos, tout ça. Et ça a un côté chez certaines personnes, de côté débectation, tu vois, ils ont vraiment pas envie d'y aller, pas envie de tester, et c'est un vrai frein, ça va me remplacer, on l'entend aussi beaucoup, ça va remplacer mon travail, j'ai pas envie du coup de cautionner ça, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est aussi une partie hyper importante de l'approche. Oui. Donc pour résumer, pour que ça soit peut-être un peu plus clair, et il y a plein de choses, mais effectivement, soit les entreprises ne savent pas par où attaquer. Ça, c'est vraiment le truc le plus important aujourd'hui. Et ils ont besoin d'avoir une structuration, d'avoir une sorte d'accompagnement, une recommandation sur, OK, c'est ça. Le deuxième, c'est, bah, pour ceux qui ont attaqué, ils ont souvent attaqué comme on l'a pu le faire avant, avec les nouvelles technologies, nouvelles innovations qui arrivaient sur le marché, avec on va investir et on va en tirer vite un retour sur investissement parce que ça va chambouler pas mal de choses. Mais la problématique, c'est qu'on est face à une révolution qui est un tsunami et qui n'a jamais eu une adoption aussi rapide en termes d'usage, en termes de globalité aussi sur la partie mondiale. C'est la première fois qu'on voit que ça a cette vitesse d'adoption-là. Avant ChatGPT, par exemple, c'était jamais le cas. ChatGPT a mis 2 mois à atteindre 100 millions d'utilisateurs. Je crois que Facebook avait mis 4 ans pour l'avoir. Donc c'est vraiment, on ne parle pas du tout de la même vitesse. Cette vitesse, elle a créé vraiment un emballement collectif. Tout le monde s'est précipité sur les outils, parfois sans savoir pourquoi. Et ça, bah, cette vague de la curiosité, de la découverte, de la hype, comme tu dis tout à l'heure avec Undies, qui a essayé d'utiliser ça pour en faire un communiqué de presse et dire on a fait la première pub en IA. Bah, des fois, ça s'est retourné contre eux. Et en interne, nous, on constate beaucoup. Il y a plein de gens qui ne veulent pas du tout entendre parler des projets internes IA parce qu'ils n'ont pas été impliqués dedans. Ils n'ont pas été formés, évangélisés, on leur a pas expliqué. Bref, tout ça pour dire que nous, aujourd'hui, c'est vraiment cette partie-là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, nous, on parle d'avant tout des cas d'usage. C'est-à-dire, on est là pour écouter, vous travaillez comment aujourd'hui? C'est quoi votre quotidien? C'est quoi votre journée, votre semaine? Et à partir de là, on va identifier des choses qu'on peut confier à l'IA. Et on va chercher à le faire de manière hyper simple et hyper pragmatique. En disant, bah, c'est pas forcément le gros sujet qu'il faut mettre dans l'IA tout de suite. Ça, on va y venir, faut voir peut-être dans un second temps. Dans un premier temps, il y a plein de tâches chronophages, répétitives, parasites. Et c'est ces tâches-là qui vont faire la diff. Par contre, alors, cette diff-là, elle peut le représenter, souvent ce qu'on constate, c'est 30 à 40% de productivité quand même, hein, tu vois. Donc c'est assez important parce que euh, les gens ont du mal à identifier tout de suite les premières tâches ou ce qui peut être mis dans l'IA par méconnaissance et par prise de recul. Et ce travail-là, il est assez important, je trouve. Et ce que j'allais dire sur la partie justement adoption, les entreprises qui ont investi sur ces technos-là, elles ont eu effectivement du mal à retrouver un certain ROI et elles commencent à être un peu justement à revenir en arrière et à repartir par de la formation, de l'évangélisation de leurs collaborateurs pour contrôler, enfin maîtriser un peu mieux cet emballement-là interne. Hmm. Et justement, j'aimerais avoir ton avis sur un sujet, parce que comme tu l'as très bien dit, ça va extrêmement vite. Ça devient Mhm. obsolète très vite. Il y a des nouveaux modèles, enfin, sans rentrer dans le détail technique, ça bouge très rapidement. Il suffit qu'on ferme les yeux pendant 3 mois, on est déjà has-been, si je peux utiliser le mot has-been. Mais est-ce que selon toi, il y a certaines entreprises qui n'iraient pas trop vite, justement, parce que, alors, je sais pas quel est ton constat, mais je vais te partager le mien. Très récemment, on voyait toujours des entreprises qui parlaient, par exemple, de transformation digitale, qui n'avaient pas complètement terminé leur transformation digitale. Bon, après, il y a eu cette fameuse période du Covid qui, je pense, a accéléré pas mal de choses parce que les personnes étaient chez eux, ils étaient obligés de se digitaliser pour pouvoir continuer à travailler. Donc, je pense que ça a peut-être aidé. Les ChatGPT, machin, sont arrivés un petit peu en sortie de tout ça. Mais et après, encore une fois, tu me diras ce que tu en penses, mais je vois par exemple les secteurs bancaires qui étaient beaucoup dans on va transformer digitalement notre approche, nos machins, et du coup, ils ont sauté de transformation digitale à transformation IA.
du jour au lendemain, presque en claquement de doigts. Est-ce que selon toi, certaines entreprises ne vont pas trop vite par rapport à leur, euh, leur écosystème en fait d'entreprise, mais tout en sachant que l'IA va vite? Je ne sais pas si tu vois un petit peu mon point. Quel est ton avis à ce sujet? Alors moi je pense pas, je pense que enfin, je pense que on peut y aller très vite dans l'IA. Une fois de plus, ça dépend comment. Et je pense que c'est ça la clé en fait. C'est qu'aujourd'hui, enfin, comme j'ai expliqué sur le côté première vague, ils ont fait un peu tout. Je pense que là où maintenant les dirigeants qui se rendent compte que l'enjeu, c'est pas de tester des outils et de mettre en place deux, trois choses, mais de transformer une organisation avec une vision d'IA concrète et une stratégie IA, c'est ceux qui vont gagner demain. Et je pense que j'entends de plus en plus moi, des entreprises tu vois, qu'on accompagne qui voient des nouvelles entreprises, donc dans le même secteur qu'eux, même milieu, sauf qu'elles sont beaucoup plus petites, mais elles sont beaucoup plus véloces. Parce qu'elles ont adopté de manière native ces technologies-là, ces IA-là. Et je compare à ce que peut-être un sujet un secteur que je connais bien, la publicité. Il y a des agences de publicité où ils sont cinq, ils ont la même productivité, la même créativité et la même justesse que des agences qui sont 200. Parce que nativement, c'est des gens qui tout de suite ont pris le côté IA natif, tu vois, au sein même de leur développement. Et du coup, aujourd'hui, gagnent énormément de parts de marché. Et ça fait peur à l'entreprise où ils sont encore 200 parce que c'est pas les mêmes enjeux. Il faut intégrer, embarquer tout le monde dans l'IA, faut sélectionner les bons outils, etc., etc. Donc, moi, je dirais que non, je pense pas qu'aujourd'hui, les entreprises aillent trop vite dans l'IA. Mais par contre, faut qu'elles y aillent bien. Alors, c'est facile de dire ça, mais c'est souvent le cas. Faut pas faire n'importe quoi. Je pense il y a un vrai besoin d'expertise. C'est arrivé vite. Par contre, là où je te rejoins, c'est que ça arrivait très vite. Et sur la table, sur les sujets, sur l'actualité, sur les visions et les envies des entreprises dans leur argumentaire, il y a de l'IA partout. Ça, c'est clair. Il y en a partout aujourd'hui. Et peut-être un peu trop parfois. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça aille trop vite en termes d'adoption. Faut qu'elle le fasse bien. Alors après, le secteur bancaire, comme tu disais, j'ai pas forcément suivi dans le détail ce qui se passait, mais il y a des secteurs, je vais parler de la médecine, tu vois, je pense que c'est un secteur qui a bien compris l'usage de l'IA et comment ça pouvait être utile. Ils ont cherché à faire des choses très précises dès le départ sur de l'analyse de radio, des choses vraiment très, très pragmatiques. Aujourd'hui, c'est un secteur qui dit qu'en gros, ils ont gagné 30 ans. La dernière étude, là, il y a un ou deux mois, c'est 30 ans de recherche médicale en l'espace de 3 ans. Oh, Donc, je pense qu'il y a des vrais secteurs qui ont bien intégré la chose. Une fois de plus, ça va dépendre quoi et comment, pour moi. ok, très clair. Et est-ce que c'est justement comme ça? Parce que comme tu as dit, je pense que vous, dans votre quotidien, vous avez quand même un... et tu me diras, enfin, même le ratio, il m'intéresse, mais vous avez une grosse part d'éducation pour faire comprendre le pourquoi du comment des choses qu'on va implémenter, etc. Est-ce que c'est Exactement. comme ça que derrière, vous allez convaincre un peu les réfractaires? Enfin, parce que comme tu as dit, si tu vas voir des gens qui sont convaincus de base, ça va être beaucoup plus facile d'implémenter des choses. Mais est-ce que c'est comme ça que tu vas tenir enfin, convaincre les réfractaires? C'est, bah, des personnes de votre secteur font ça, ils ont organisé de telle manière. C'est comme ça que vous arrivez à les faire, entre guillemets, changer d'avis, si je peux appeler ça comme ça? Exactement. Ouais, c'est effectivement comme ce que je disais un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, pour nous, on rentre un peu dans la deuxième vague, en fait. C'est celle où, ce que je disais juste avant, les dirigeants ont compris que l'enjeu, c'était pas de tester les outils, mais c'était de transformer leur entreprise de manière durable. Et pour ça, il y a effectivement plusieurs défis. Le premier, et c'est celui que tu viens de dire, c'est lever les craintes et embarquer les équipes. S'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que, bah, ce que je dis juste avant, il y a beaucoup de gens qui en ont peur de cette IA, peur d'être remplacé, peur de ne pas comprendre, peur de faire une erreur. Donc il faut avant tout donner du sens, former, réassurer. Ça, c'est la première pierre, parce que c'est ce qui va permettre derrière de lancer la machine et de créer l'effet un peu boule de neige qui est nécessaire. Deuxième, ça va être d'encadrer, comme j'ai dit tout à l'heure, les usages. Il y a des enjeux, que ce soit de sécurité, de données, de gouvernance sur cette IA-là, qui sont importants. Et il faut avoir un cadre clair
et permettre à ces équipes de s'y retrouver, de voir où on veut aller et de leur donner aussi des capacités. Il y a- on forme encore pas mal d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas fait de choix d'outils d'IA. Donc on vient les former en leur expliquant des choses et sur les versions gratuites des outils, même on va parler de ChatGPT, bah, tu peux vite être limité. Donc ça, c'est important. Donc s'il n'y a pas de cadre clair, ça crée du chaos et ça crée de la méfiance. Et du coup, les gens, ils vont pas forcément. Alors que, justement, et ce qui est paradoxal, c'est ce qu'on parle, je sais pas si tu connais le terme de Shadow IA, pardon, Shadow IA. Le Shadow IA, c'est en gros, c'est le fait que les collaborateurs d'une entreprise utilisent l'IA sans forcément que les dirigeants ou la partie management soient au courant. Ça, il y a un chiffre aujourd'hui sur les études, c'est 71%. 71% des collaborateurs ils utilisent l'IA sans forcément que l'entreprise soit au courant. Ça pose pas mal de questions en termes de données, par exemple, de sécurité, de gouvernance, de plein de choses. Dans ces IA-là, on met plein de choses. On sait tous que les modèles, ils s'améliorent au fur et à mesure des usages des gens avec ce qu'on met dans ces IA-là. Donc, quand on raconte ça aux entreprises, elles sont limite ébahies, elles tombent des nues, alors que c'est presque la base. Et ça, moi, pour moi, ça me choque à chaque fois vraiment sur ce cas-là. Donc, encadrer le shadow IA, encadrer les usages, c'est pour moi la deuxième composante importante d'une adoption réussie. Et le troisième, pour finir, je te dirais surtout, c'est faut vraiment passer de l'expérimentation à l'impact. Et ça, c'est un peu pour rebondir sur ce que je disais avant, les entreprises qui ont mis beaucoup d'investissements sur la table pour avoir un outil IA. Aujourd'hui, il faut vraiment relier des projets IA, les développements IA à des vrais objectifs business. C'est du temps gagné, c'est des erreurs réduites, c'est de la créativité augmentée, c'est peu importe ce que c'est. Il faut que ça soit tangible et il faut pouvoir le mesurer. Il faut sortir du gadget pour entrer dans une côté stratégique. Et ça, dès lors que le dirigeant ou les managers ont compris ça, là, on arrive dans un vrai impact IA et une adoption un peu plus massive et partagée, harmonisée entre les différents collaborateurs et les différents services. Hmm. Alors, je connaissais le phénomène, je connaissais pas le mot Shadow IA pour le coup, et je savais que c'était une part importante pour le coup. Il y en a beaucoup qui, comme tu as dit, utilisent un peu ces outils dans le coin, mais tu as dit 71%, c'est colossal en fait. C'est 71%, j'ai plus l'étude en tête, je pourrais te la renvoyer, tu pourras la mettre si tu veux, mais Avec c'est plaisir. 71%, ouais, c'est du Shadow IA, donc ouais, c'est énorme comme chiffre. Mais effectivement, nous, on le voit hein, quand on arrive et qu'on vient parler IA avec les collaborateurs, ils ont tous testé des choses, mais pas que personnellement, professionnellement, donc avec des informations, des fichiers, des données, des trucs. Derrière, c'est pas encadré. Et souvent, ils sont déçus en plus parce qu'ils l'utilisent pas forcément de la bonne façon. Donc, tu sais, c'est les fameux bons prompts, comprendre comment ça fonctionne, échanger avec une IA. On voit encore beaucoup trop de gens qui l'utilisent comme Google. Donc, ils mettent trois mots-clés et ils attendent d'avoir la bonne réponse. Et là, du coup, ils n'ont pas la bonne réponse et ils sont déçus. Bah, oui, forcément. Mais pour ça, il faut leur expliquer que ça fonctionne pas du tout de la même façon. C'est des outils de conversation. On est là pour échanger, pour creuser, pour orienter en langage naturel. Et ça va reproduire des contenus les plus humains possibles. Mais c'est pas la même approche qu'un Google. Et trop de gens font encore c'est pas cette erreur, mais en tout cas ce raccourci-là. Ok. Et est-ce que tu as peut-être des cas concrets à nous partager, effectivement, de peut-être des do's et don'ts d'IA de peut-être une entreprise ou un secteur en particulier? Je peux te donner un exemple que j'ai moi de mon côté. Je discutais avec une personne qui était en charge de la création dans le groupe L'Oréal, typiquement. Et il me racontait que chez L'Oréal, ils ont une charte IA parce que c'est quelque chose ils ont embarqué Ouais. les équipes. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet vous avez le droit d'utiliser IA de telle manière et pas de cette manière. Et il me Mm. disait que chez L'Oréal, ils ont intégré vraiment beaucoup l'IA dans les process, notamment pour aller beaucoup plus vite sur plein de choses. Mais par contre, ils ont l'interdiction formelle d'utiliser l'IA, notamment dans la partie créative, pour générer de la peau, par exemple. Pourquoi la peau? Parce que le fond de commerce de L'Oréal, c'est la beauté, c'est les produits skincare, c'est le maquillage. Donc, ils n'ont pas le droit du tout d'utiliser d'IA pour générer leur fond de commerce, grosso modo. Mhm. Est-ce que tu as peut-être d'autres cas
pas forcément dans cette vibes-là, mais peut-être plus dans d'autres entreprises, on a mis en place ça en IA, ils ont le droit de faire telle thématique, mais pas d'autres thématiques, par exemple. Alors aujourd'hui, déjà, la première chose, c'est que on constate qu'il y a quand même peu d'entreprises qui ont charté et qui ont mis une vraie gouvernance de l'IA. Donc ça, c'est franchement, aujourd'hui, je pense que j'ai pas de chiffre en tête précis, mais la plupart des entreprises qu'on accompagne, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de bonne conduite à avoir avec l'IA, ça n'a pas été cadré. Donc L'Oréal fait partie des bons élèves, a priori. C'est effectivement, nous, ce qu'on va conseiller en premier, effectivement de faire une charte. Cette charte, elle a la valeur déjà de poser un peu les bases et les cadres pour que les collaborateurs puissent s'y retrouver. Ensuite, ça va être de leur expliquer, de leur apprendre, d'évangéliser. Il y a un vrai besoin global et de formation, d'accompagnement, de coaching en IA sur ça. Parce que aujourd'hui, il y a un vrai trou dans la raquette. C'est que c'est partout et pourtant, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc là, pour moi, il y a un vrai doux à faire pour toutes les entreprises. C'est former les gens, ça coûte pas forcément très cher, c'est possible en une journée, 2 jours, voire, enfin, il y a plein de modèles différents qui permettent d'aller assez vite sur cette appréhension-là, mais c'est vraiment la base, c'est que les gens comprennent ce que c'est et comment ça fonctionne, avant de pouvoir leur dire, ok, on va aller sur l'IA, on va vous cadrer les usages de l'IA, vous allez pouvoir faire ça et pas faire ça. Donc ça fait partie après des grands principes. Des cas d'usage précis, comme tu l'as dit, sur L'Oréal avec la peau, donc je comprends tout à fait effectivement le besoin de pas remodifier ou de pas avoir des fausses peaux, comme on a pu avoir le côté ne pas utiliser Photoshop pour retoucher les modèles ou les images. Donc ça, bien entendu. J'ai pas forcément de choses très précises comme ça, je réfléchis en live. Peut-être un sujet, un cas d'usage qui peut être intéressant. En doute, tu vois, on a accompagné des journalistes. Donc, pareil, un journaliste, potentiellement, des personnes qui peuvent être réfractaires à l'IA parce que c'est l'art d'écrire, de manier des mots et de raconter des sujets. Ils peuvent être réfractaires. Ils l'étaient d'ailleurs au départ. Après qu'on ait pu leur expliquer comment ça fonctionnait et surtout en quoi ça pouvait les aider. Donc, par exemple, on leur a pas dit, c'est là, pas là pour vous écrire des articles ou des enquêtes. C'est là pour potentiellement vous aider à les écrire et à les écrire ou à les reformuler, à les améliorer. Faut voir comme si c'était un super journaliste qui est 30-40 ans d'expérience à qui vous soumettiez votre article en disant bah voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses? Lui il peut avoir ce rôle-là. Et par exemple, ce cas d'usage-là, ça leur a parlé. Ils ont trouvé ça en disant ah oui, ok. Et là, on avait levé une case de manière hyper facile en fait, en faisant une métaphore, en disant bah, c'est comme si vous parliez à un journaliste qui a 40 ans d'expérience sur votre métier, de dire qu'est-ce que tu penses de ce papier-là. Et ça, pour eux, c'était ouais, une bonne démarche, c'était pas problématique. Et donc là, on a réussi à leur dire, bah, l'IA, vous pouvez faire la même chose avec. Vous leur soumettez votre papier, vous faites un bon prompt pour lui dire, ok, j'ai besoin que tu prennes tel rôle et que tu me sortes ça, que tu sois critique sur mon papier tout en gardant le sens, etc. Et je voudrais pouvoir à la fin, quoi qu'il arrive, pouvoir mettre mes mots et le propos que j'ai envie de donner. Et ben du coup, il challengeait l'idée. Il n'était pas forcément là pour réécrire la chose, etc., etc. Donc, il y a pas de do et de don't, on va dire, génériques qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Alors, c'est faux par rapport à ce que je viens de dire juste avant, mais globalement, ce qui va fonctionner, c'est vraiment du sur-mesure. Mm. Et c'est ça, peut-être, le meilleur do que je pourrais dire, c'est euh, prenez du temps avec vos équipes, avec vos collaborateurs, comprenez ce qu'ils peuvent faire, comprenez ce que l'IA peut faire aussi, parce que du coup, dans les postures, la plupart du temps, pour eux, l'IA, c'est là pour rédiger des choses. Mais ça peut pas avoir un esprit critique. Enfin, c'est pas critique, ça peut pas être critique, alors que ça peut tout à fait l'être de manière intéressante. Donc, des cas d'usage, il y en a tellement que c'est difficile de pouvoir dire, de pouvoir cocher des choses qui peuvent marcher pour tout le monde. Par contre, moi, je pense que la vraie bonne action, c'est le sur-mesure. Mm. C'est faire des choses qui vont être adaptées à chaque profil. C'est là où, en fait, l'adoption elle va être bonne. Et là où les gens vont voir un vrai intérêt. C'est là où on va réussir à passer du côté gadget à côté vrai outil qui va m'aider dans mon quotidien. J'aime beaucoup ton exemple côté journaliste parce que je pense que indirectement
enfin vous plutôt, vous les avez un peu aidés à comprendre la part de contrôle qu'ils peuvent avoir sur l'outil. Au final, au final, le contrôle, c'est pas l'outil qu'il a, c'est vous qui l'avez. Il est là pour vous épauler. Et c'est ce que je dis, enfin, je fais un peu d'enseignement, notamment sur le marketing et l'IA. C'est ce que je dis quand je suis avec mes élèves, c'est le chef d'orchestre, au final, c'est vous. L'IA n'est que votre stagiaire. Chaque fois, Exactement, non mais c'est ça. je le dis de cette manière-là, mais pour des personnes, comme tu as dit, qui sont hyper réfractaires, je pense que de leur dire ça à leur niveau d'expertise, je pense que ça rassure vachement aussi. Exactement. Mais c'est le fameux mot IA, tu vois, qui est galvaudé pour tout et rien dire actuellement. Aujourd'hui, l'IA, enfin, dans notre approche, nous, c'est un outil. C'est un outil. Et il faut savoir l'utiliser. Et savoir en utiliser, enfin, savoir en tirer les bons usages et voir les opportunités. Et c'est surtout ça qui fait la différence. Moi, je fais une métaphore, tu vois, dans la côté un peu publicité avec les gens qu'on accompagne, parce que je l'avais fait aussi. Euh, Tout le monde, quand je dis, par exemple, Photoshop, c'est un outil, aujourd'hui, on peut tous faire des créas dans Photoshop. Par contre, en faire des bonnes, bah, ça va pas à la portée de tout le monde. Bah, c'est à peu près la même chose avec l'IA, en fait. Pour moi, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, ça va pas nous remplacer. Par contre, quelqu'un qui maîtrise l'IA, potentiellement, ça pourra le remplacer. Et c'est sur la partie graphique. Avant, il y avait des graphistes, enfin avant, il y en a encore, hein, mais on va dire de manière globale et macroéconomique, il y avait beaucoup de graphistes, infographistes, toutes ces choses-là. Progressivement, ces métiers-là, ils se sont transformés vers plutôt de la direction artistique. Là où ils sont plutôt là pour donner une vision, un angle, un œil, être capable de porter un propos créatif. Et c'est un métier qui a évolué de l'exécution plutôt vers une vision, vers un œil, vers être capable de raconter du storytelling, une chose à travers une créa. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Tous les métiers évoluent tout le temps, de toute façon, ça c'est un fait. Ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Bah, je pense que l'IA va aussi amener à une évolution aussi massive des métiers, ce qui peut porter pas préjudice, mais ce qui peut faire peur pour l'instant, c'est la rapidité à laquelle, justement, une fois de plus, ça intervient. Hmm. C'était la question que je voulais te poser juste après, justement, de qu'est-ce que tu dis aux personnes qui ont peur de se faire remplacer, donc de ce que je comprends, et c'est aussi mon point de vue personnellement. Ça va pas être de il va vous remplacer, ça va plutôt être votre métier va se transformer, mais si vous savez prendre l'outil dans la main, quoi, littéralement, et pas, entre guillemets, être une autruche et ignorer ce qui se passe, grosso modo. Exactement. Ouais, moi, c'est totalement ça. Je trouve que aujourd'hui, je le compare à d'autres révolutions. Donc, je sais pas, on peut comparer ça à Internet, tu vois, la révolution d'Internet. Il y a des gens qui sont mis dedans vite à avoir un site Internet, à parler par email, des choses comme ça, alors que avant, on était plutôt en courrier, et en physique, des choses comme ça. Donc ça, c'est pareil. Je pense que c'est une révolution qui est aussi fondamentale que celle qu'on a connue, qu'a pu l'être Internet, avec tous les métiers que ça a fait malheureusement disparaître, mais qui ont été du coup déportés, ou en tout cas tous ceux qui ont été recréés par la suite, notamment bah, tu vois, tout ce qui est acquisition, marketing, enfin bref, il y en a énormément, que ce soit dans notre milieu à tous les deux, mais aussi on va parler d'infrastructures, de plein de choses, ça a permis plein de choses. Pour moi, c'est un peu à peu près la même chose, c'est une révolution. Je pense qu'on peut vraiment parler de ça, l'IA est une révolution. Ce qui va surprendre aujourd'hui, c'est la vitesse. Et ça, je pense que c'est la clé de ce qu'on peut dire, c'est la vitesse. Là où Internet a peut-être mis plusieurs années, voire peut-être une décennie à s'installer, on a commencé avec du 56K et les modems qui avançaient pas beaucoup et qui ne permettaient pas de faire grand-chose, à la vitesse qui nous ont permis d'avoir beaucoup plus de choses. Là, on a une vitesse qui est radicalement différente, ce qui fait que ouais, il y a 2-3 ans, on en parlait très peu de tout ça, de l'IA, de ChatGPT. Aujourd'hui, tout le monde sait globalement ce que c'est que ChatGPT. Dans 2 ans, qu'est-ce que ça sera? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va très vite. C'est clair. Ok. Et quel serait ton avis sur à quel niveau il faut déployer l'IA? Je vais aller un peu plus dans le détail pour que tu comprennes ma question. Euh, c'est que dans les petites structures, entre guillemets, c'est facile parce qu'ils sont petits. Enfin, quand je dis petit, je dirais start-up, 20, 30, 40 personnes. On a parlé de L'Oréal, par exemple, qui est un groupe littéralement international. Est-ce que quand tu vas rentrer dans ce genre de chantier, est-ce que ça doit obligatoirement venir de tout en haut
et que ça aille justement de service à service, ou est-ce qu'on peut se permettre de dire on va commencer avec ce service, puis après un autre service, donc aller plutôt du bas vers le haut? Comment, enfin, quand vous allez commencer à rentrer dans comment on fait concrètement, c'est à quel niveau quand on est dans une entreprise un petit peu plus grande? Alors, t'as raison, effectivement, ça dépend de la taille. Ce qui change un peu, moi, je trouve, entre les plus petites et moyennes entreprises et les grosses entreprises, c'est le côté agilité. Je pense que dans les petites et moyennes entreprises, on reste très pragmatique et on reste très opérationnel d'une certaine manière. Et on a vite tendance à faire des choix vite parce que c'est important et que ça nous concerne très vite. Là où dans les autres grosses entreprises, c'est peut-être moins visible. Donc effectivement, il y a pas forcément une bonne façon de faire, je pense, parce que ça dépend une fois de plus comment les boîtes sont structurées, quelle est la culture d'entreprise, quelle est la vision aussi de l'IA et du secteur et comment ça peut révolutionner ça. Mais en tout cas, les deux extrémités sont des bonnes stratégies. Moi, je vais conseiller de ne pas attaquer par un service ou quelque chose au milieu. Parce que là, tout ce que j'ai dit juste avant, le côté harmoniser tous les collaborateurs pour pas avoir d'écart entre les uns et les autres et que tout le monde se sente un peu inclus dans le truc et que ça crée une sorte d'effervescence interne, ça on ne l'aura pas. Donc par le haut, c'est bien parce que forcément d'accompagner tout ce qui est manager, dirigeant, c'est eux qui vont porter la vision, c'est eux qui vont porter la dynamique de l'adoption et ça c'est important. Nous, on fait des choses qui sont spécifiques, par exemple, sur manager à l'ère de l'IA, diriger à l'ère de l'IA, parce que ça aussi, ça engendre des changements dans ça, dans le management, dans le suivi, dans le pilotage, dans la vision stratégique. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, avant, on développait des outils pour 5-10 ans. Aujourd'hui, un outil peut devenir obsolète en 6 mois. Et ça doit être OK. Et ça, ne serait-ce que dans le mindset des dirigeants, des managers, bah, c'est pas forcément le cas. Le vrai enjeu, c'est pas forcément d'avoir les bons outils, c'est d'avoir la bonne agilité. Et ça, c'est pareil, c'est important que le haut de la pyramide, si on prend la métaphore, elle ait ce côté-là, ce côté accepter ce qui peut être périssable, ce qui n'a jamais été trop le cas jusqu'à maintenant, hein. Donc ça, c'est important. Et on accompagne aussi des entreprises, tu vois, en disant, eux, ils ont l'autre côté, en disant, bah nous, on veut former tout le monde, adopter par le bas, et fait que ça remonte progressivement vers les strates les plus élevées. Je pense que c'est intéressant aussi parce que une fois de plus, ça crée un effet un peu boule de neige, un côté effervescence globale de chacun. Et comme on dit tout à l'heure, il y a le côté bonne humeur et contagieuse, mauvaise humeur contagieuse. Le côté j'ai pas envie d'utiliser l'IA, ça peut être contagieux aussi. Alors que si j'ai testé ça, c'était trop bien, ça va m'intéresser, bah ça va être aussi contagieux. Donc ça marche aussi. Par contre, une fois de plus, ce qui va faire la différence entre ces deux stratégies-là, c'est la vitesse. Mm. Et je pense que là, on est dans un monde où la vitesse va être cruciale. Attaquer par le bas, ça marche, mais ça va prendre beaucoup plus de temps qu'attaquer par le haut. D'accord, je comprends. On va commencer à clôturer doucement mais sûrement. Une question que je pourrais te poser, c'est que là, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu arrives à te projeter aujourd'hui tu nous as bien expliqué ce que tu fais, ce que tu proposes, mais est-ce que tu arrives à te dire, bon, dans 5 ans, je vois ma boîte évoluer de cette manière, dans 10 ans, elle va évoluer de cette manière, vu que tu es dans un secteur, comme tu l'as très bien dit, où il peut se passer plein de choses en 4 mois, littéralement. Est-ce que vous Ça. arrivez, avec Nicolas, à vous projeter un peu dans un an, on sera là ou autre part? Oui, oui, d'une certaine manière, parce que forcément, tu te poses des questions et t'as envie d'y aller. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est un sujet, l'IA, qui transcende un peu en ce moment, qui va centraliser, qui va être sur toutes les bouches et dans toutes les entreprises. Donc forcément, il y a une certaine effervescence globale qui fait que on se projette dans un an en ayant accompagné plein d'autres entreprises et en ayant grossi et en faisant en sorte que bah, cette technologie-là qui arrive, et c'est maintenant d'une certaine manière inéluctable, qu'elle soit adoptée de manière intéressante par chacun pour faire que bah, les entreprises s'y retrouvent et que les collaborateurs s'y retrouvent. Et je pense que c'est ça. Pour moi, l'avenir, c'est l'humain augmenté. C'est pas l'humain effacé, tu vois. Donc, j'aime pas quand les gens disent ça va nous remplacer.
Bah pour moi, ça reste un outil, tout ça. C'est un super algorithme qui fonctionne très bien et qui est parfois très bluffant, mais c'est une technologie qui augmente, à condition qu'on prenne le temps de la comprendre et de l'intégrer intelligemment. Donc, dans un an, j'imagine qu'on aura accompagné plein d'autres entreprises. Ce qui va m'intéresser, c'est de les accompagner de la bonne manière et qu'ils comprennent surtout les enjeux et que là encore, bah, tout va revenir à l'humain au final. Donc, je- j'ai envie que justement cette notion d'humain soit centrale. Hmm, ok. Euh, Quel conseil tu donnerais à une entreprise qui se dit, bon bah, comme tu as très bien dit, souvent le frein c'est je sais pas par où commencer. Enfin, à part dire contactez-moi. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est Mais Nicolas, le directeur commercial, ça coule, mais quand même. ça coule de source. Je mettrai tes liens en description du podcast, bien évidemment. Mais C'est gentil. à part ça, selon toi, quelle serait éventuellement la première pierre qui pourrait mettre, enfin quelque chose de tout simple, qui pourrait mettre en place chez eux pour commencer à explorer ce domaine-là avant de se faire accompagner? Bah, le premier, pour moi, c'est un état d'esprit, je pense. Tu vois, c'est ce que je dis, enfin, c'est un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, mais c'est pas ceux qui réussiront, c'est pas ceux qui seront les plus digitalisés, les mieux outillés ou les n'importe quoi. Pour moi, c'est ceux qui seront les plus adaptables, ceux qui auront le plus d'agilité. Si déjà ils ont compris cette chose-là, je pense qu'ils iront plus loin que les autres, parce qu'ils auront compris comment ça fonctionne un petit peu l'IA, là où on en est dans le moment de l'innovation et la fameuse courbe, tu vois, où tout s'accélère et ça arrive dans tous les sens, bah, on en y est. Accepter le périssable, tu vois, toute cette notion-là, je pense que c'est la première brique à lever, c'est le côté mindset. Mm. Et ça, effectivement, je pense que ça vient du côté manager, dirigeant, codir, toutes ces choses-là, d'accepter un peu ce truc-là et de comprendre comment aller. Le deuxième conseil que je leur donnerais, c'est par contre d'aller vite. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu vois, le Shadow IA, c'est maintenant. Il y a 71% des gens qui utilisent l'IA sans forcément que leur manager ou leur dirigeant soit au courant. Je pense que ça peut poser à la fois des problèmes alors, de confidentialité, de tout ça, mais aussi des vrais enjeux sur quand même la gouvernance de l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est hyper important d'y aller vite. Et le troisième, bah, ça serait de se faire accompagner parce que je, je, je peux comprendre qu'on soit vite perdu dans tout ça parce que ça va tellement vite qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a plein d'actualités, il y a des outils qui sortent tous les jours, il y a des courses entre les mastodontes du marché où il y a des vraies révolutions. ChatGPT 5 vs ChatGPT 4, ça n'a rien à voir. Sora 1 vs Sora 2, ça n'a rien à voir. VO 3, enfin, bref, tout ça, on peut le dupliquer à plein de choses. Ça va tellement vite, même pour nous qui sommes dedans, hein. Si tu regardes tous les jours toutes les actualités, tu peux passer ta journée à regarder des actualités et à regarder des nouveautés, hein. Et t'as rien fait. Donc, faut savoir faire le tri, faut savoir regarder ce qui va être utile, ce qui va pas être utile, etc. Et encore une fois de plus, c'est perfectible. Mais je pense que se faire accompagner quand on a un business et qu'on doit être focus sur d'autres choses, je pense que c'est important. Parce que une fois de plus, ça va très vite et il faut pouvoir s'y retrouver vite. Au moins pour avoir, comme tu disais, de la structure et savoir où tu vas, quoi. Ouais, c'est ça. Et de choisir une fois de plus, enfin, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, euh, la- une des erreurs principales, c'est que les dirigeants ont tendance à vouloir faire le cœur du réacteur de leur boîte en IA. Et ça, pour moi, c'est pas forcément la bonne manière de faire, parce que c'est le plus gros sujet, c'est très risqué, c'est forcément un projet qui va être moyen long terme, qui va nécessiter plein de personnes, alors que potentiellement, toutes les tâches parasites, chronophages, euh, euh, qui représentent un certain volume, enfin, tu vois, tout ce qu'on peut potentiellement déléguer à l'IA, ou en tout cas utiliser l'IA pour le faire mieux, plus vite, bah en fait ça, potentiellement, ça représente 30 à 40% de productivité de ta boîte. Et ça, Ouais. ça peut vraiment te faire passer un gap. Dans un premier temps, une fois que ça sera créé, ça sera tellement plus simple de mettre le cœur du réacteur dans l'IA. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Les gens seront déjà dans le bon mindset, dans la bonne dynamique, dans la bonne posture. Et même toi, dans le côté compréhension de la chose, ça sera beaucoup plus fluide. Hmm, très très clair. Euh, c'est quoi tes outils préférés, personnellement, dans tout l'arsenal IA que tu connais? Parce que ouais, bah, j'en profite en parlant de moi.
Mais toi, à titre, enfin, je vais pas te dire à titre de, enfin, ce que tu proposes, parce que, comme tu as dit, il y a du cas par cas, ça dépend, etc. Mais toi, vraiment, dans ton quotidien et dans ce que tu fais, grosso modo, est-ce que tu as des outils un peu foufou dopés à l'IA que tu utilises? Bah, il y en a plein parce que globalement, dans chaque usage, tu as un bon outil, hein, c'est ça un peu aussi qui est bien. ChatGPT, quand même, on va dire, on va pas se le cacher, c'est quand même l'outil aujourd'hui qui est le plus performant, le plus accessible, le plus juste dans plein de choses possibles. Donc, je trouve que ils ont quand même réussi à avancer pas mal, euh, pas à tuer le game, qu'on va dire, mais quand même, ils ont une petite longueur d'avance, je trouve, sur les autres outils. Non, après, moi, je suis un petit fan aussi de Dust ou Sana, tu vois, des outils qui me permettent de faire des agents un peu comme ça et de gagner du temps dans mon quotidien. Donc Sana, je l'utilise beaucoup, notamment sur les résumés des rendez-vous, des calls, toutes ces choses-là. Ça, c'est hyper simple à mettre en place. Ça représentait avant, vite, je sais pas, peut-être 1 heure par jour. 1 heure par jour, à la fin de la semaine, c'est 5 heures, c'est une demi-journée. C'est énorme, je trouve, dans le Mm. gain. Donc Sana, Dust, moi j'aime beaucoup. Non, après, il y en a plein. Après, d'un point de vue créatif, tu vois, je suis quand même pas mal tourné là-dessus. J'aime beaucoup Midjourney. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un outil IA qui soit bien adapté à la partie image, créativité et que ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Et de manière aussi simple que ChatGPT. Euh, il y a peut-être un truc qui revient quand même dans tout ça en le disant, c'est le côté simplicité d'usage, d'adoption. Je trouve que c'est quand même clé pour tous ces outils-là. Et que ça soit ChatGPT, Midjourney ou Sana et Dust, je trouve qu'ils ont quand même ce truc-là de c'est simple et j'aime bien. Il y a un outil que j'adore, moi, enfin, c'est un outil et un objet, tu dois peut-être le connaître, c'est Claude, tu sais. Ouais, les petits Claude, Claude, le ouais. dictaphone IA. Mhm. J'ai trouvé que c'était, moi qui fais un peu d'événementiel aussi, qui va parfois à des salons et tout, je le colle, tu sais, ici. Ouais, Et c'est un super icebreaker déjà pour commencer c'est des clair. conversations. Et je trouve que c'est tellement, comme tu as dit, c'est facile en fait, parce que je suis à une conférence, maintenant je prends plus de notes, j'appuie sur mon truc, il va me faire mon résumé, et je suis vraiment présente, tu sais, pendant la conférence, si Exactement. j'ai des questions, etc. Et vraiment, j'en ai plein des outils IA, mais vraiment, Claude, pour moi, c'est, en plus, l'outil, enfin, le dictaphone est un peu joli en plus, et pour moi, ça a été game changer, littéralement. Mais c'est vrai que tu as raison, je l'utilise pas sur le côté icebreaker, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je le conseille pourtant pas mal parce que les gens aiment bien aussi un outil physique, ben, tu vois, Mm. un hardware, et ils ont fait ce choix-là, et je trouve que c'est malin parce que ça marche. Et effectivement, intéressant pour le côté icebreaker, je note, je garde en tête. Ouais, j'ai pris je crois que c'est le Note Pin, où tu peux tu vois, comme un espèce de Ouais, le bouton. petit, j'ai vu que tu peux le mettre soit en montre aussi ou en bracelet autour Ouais, du c'est cou, le ça. petit comme ça. Ouais. Puis moi, j'ai mis une petite chaîne avec des petites perles et tout. Enfin, vraiment, c'est un bijou. Ah, trop bien, effectivement, bon cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avec Nicolas? D'ailleurs, je me permets de le mettre aussi dans la boucle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bah écoute, de passer des bonnes journées, comme on l'a dit, pour revenir sur le début de la conversation, tu vois, c'est important de prendre du plaisir au travail. Je pense que si toutes les entreprises peuvent et veulent être IA ready dans les prochaines années, je pense que ça peut être, je pense que ça peut être un bon souhait. Écoute, je mettrai tous les liens en description. Benjamin, Parfait. merci beaucoup. Merci pour Merci ta à bonne toi. humeur et merci pour toute la valeur que tu nous as apportée. J'espère que tu t'es senti à l'aise pendant ce podcast. Bah, totalement, franchement, tu m'as très bien mis à l'aise et c'était un plaisir d'échanger avec toi. Avec grand plaisir pour recommencer. La porte est ouverte, tu as le choix. Avec Ça plaisir. Bah, marche. merci à toi et merci à ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis effectivement, si tout ce que Benjamin vous a raconté vous intéresse, je mettrai tous les liens en description. Donc n'hésitez pas à le contacter et à dire que vous venez de ma part, surtout. C'est Bien important. sûr, il faut. À très vite, Benjamin. Merci beaucoup. À très vite aussi.